Et il apparaît dans le roman, de toute façon, Jean je parle de la jument des Mongols, là, c'est ça. Montréal est un personnage pour... D'ailleurs, Jean Basile a toujours dit qu'il était devenu romancier à Montréal. Montréal avait fait de lui un romancier. Et ce Montréal-là, comme vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, parce que c'est un Montréal assez cosmopolite tout de même. Et beaucoup, la partie ouest de la ville est présente. On est souvent dans l'ouest, rue McGregor, le aujourd'hui Dr. Penfield. C'est ça, c'est ça. Et Montréal, en gros, a le ghetto de Michel Tremblay, puis le ghetto de Mordecai Richler, qui sont très localisés. Oui, mais lui, c'est beaucoup plus le Montréal qui est quasiment le Montréal d'aujourd'hui aussi, par son côté cosmopolite, par son côté est ou ouest. On va partout, là. Ces personnages ne sont pas prisonniers d'un ghetto. Mais les bâtiments ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, ça, c'est décrépi, ce Montréal, à plusieurs aspects. Bien sûr, pas du côté du ghetto McGill, mais c'est décrépi. Il y a une très belle scène sur la rue, vous dites le boulevard Saint-Laurent, mais la rue Saint-Denis aussi, que remonte Maurice Ravel, le compositeur. Et c'est très beau, c'est émouvant. Maurice Ravel remonte la rue Saint-Denis, ce qu'a oublié ou feint d'ignorer, le Montréal qui change. Oui, le Montréal qui change. La fermeture de certains théâtres aussi. Oui, aussi. His Majesty. La fermeture du Rainbow aussi, au coin de Parc et Brasse-Arthur. Et tout ça, on ne le dira jamais assez, admirablement écrit. Quels que soient les aspects que l'on peut faire surgir dans notre commentaire, par notre commentaire du roman, il faut ne jamais perdre à l'esprit que le style magnifie toute chose. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs richesses dans cette brique de 890 pages. Il y a, comme nous disions, d'abord le travail d'un narrateur. Le travail de ce narrateur, l'écriture même, la littérature de Jean Basile. Cette façon, dans la préface, je fais une référence à Thomas Mann, parce que c'est assez évident. Basile le savait sans doute, était un lecteur de Thomas Mann. Le docteur Faustus de Thomas Mann est exactement la même chose. C'est un vieil homme qui raconte le soir la vie d'un personnage, non pas de quatre, d'un musicien. On peut penser que c'était Schoenberg, mais c'est pas dit dans le roman, mais c'est un peu la même chose. Il raconte le soir quelqu'un dont il a eu les confidences, quelqu'un qui a été malheureux, quelqu'un qui allait vers la catastrophe, etc. Mais encore là, quand toutes les références qu'on donne et qui ont l'air assez majestueuses, le roman de Basile tient le coup, là. Nulle part on peut penser qu'il fait du sous Thomas Mann ou qu'il imite une formule d'un tel ou ça. Pas du tout. Et pas d'emphase non plus. Basile est un grand écrivain. Marie-Claire Blais, dans la préface à La jument des Mongols qui vient de paraître, dit « Hélas, trop méconnu ». Elle a tout à fait raison. Jean Basile est un aussi grand écrivain que cette poignée-là des années 60, Hubert Aquin, Régent Duchamp, Marie-Claire Blais, Gilbert Larocque, lui, il est à part entière un des grands écrivains du Québec. C'est dommage parce que là, je ne veux pas éditorialiser, mais on sort un posthume, et à mon avis, moi, quand j'ai su qu'il y avait un posthume de Jean Basile, pour moi, c'était l'événement. Et en plus de ça, on me demandait de faire la préface. Et là, on fait, le livre sort, ça fait 3 mois, 4 mois. L'événement, il n'est pas dans la presse, en tout cas, si événement il y a. Il n'y a eu que Le Devoir qui a fait un papier avec des erreurs, comme je vous disais. Il n'y a rien eu dans Radio-Canada. Il y a évidemment plus le Radio-Canada de l'époque de Basile. Il y a rien. Évidemment, il y aura des choses dans les revues, sans doute, un peu plus tard. C'est sûr que c'est demandé beaucoup aujourd'hui à des gens de lire 900 pages. Mais je crois que la chronique littéraire, en tout cas celle de la presse générale, la presse publique, médiatique et tout, elle dort, elle n'est pas là. Mais ça, il faut blâmer l'époque. Davantage blâmer l'époque que blâmer le roman. Oui, mais justement, par le fait même, ça révèle la pauvreté littéraire actuelle du Québec. Je trouve vraiment que c'est ça que ça révèle, c'est-à-dire que simplement aujourd'hui, c'est le hasard, la coïncidence est merveilleuse, je me promène sur le site du Nouvel Observateur et on apprend que
Éric Maria Remarque a laissé l'Ouest Oriel Nouveau, on est oui, connu l'Ouest davantage. Oriel Nouveau, c'est ça, mais a laissé un roman inachevé et qu'on publie maintenant posthume, et ça commence à être les grandes pages dans le Nouvel Observateur et partout, c'est un événement. Alors, Éric Maria Remarque, qui n'est pas un écrivain plus important, ou il a moins écrit même que Jean Basile, ou pas plus, mais là, il y a des lieux, il y a des... Ce qu'il n'y a plus ici, c'est dommage. Il y aura quelques revues qui plus tard feront des choses, j'imagine, mais effectivement, la vie littéraire québécoise est à l'état morbide. Je fais fin de l'éditorial. Alors, l'événement sera certainement, je pense, je peux le dire sans risquer de dire des faussetés, dans l'esprit du lecteur. Dans l'esprit du lecteur qui va traverser ce roman, il faut qu'il se prépare à être confronté à un événement littéraire, un événement de lecture. De toute façon, il est publié. Nous remercions encore Fidèles. Oui. Et je te remercie toi aussi, puisque tu étais un peu dans la chaîne des décisions, je crois. À une époque, oui. On vous remerciera jamais assez, parce que l'important, c'est que ça existe. Oui, exactement. Et puis la vie d'un livre, qui peut la connaître. Hein? Elle suit son chemin. Oui. Alors, on a parlé de Montréal, vous avez parlé du Québec. Oui. Remontons à l'époque, soyons contemporains de ce roman, parlons du Canada français, de la psyché canadienne-française. Est-ce qu'on peut dire que dans ce roman procède à une sorte de radiographie baroque, mais outrée par moments, mais juste aussi, de la psyché canadienne-française des années 50? Je ne sais pas si je peux me prononcer là-dessus. Est-ce trop dire? C'est peut-être un petit peu trop dire. Qu'est-ce qui vous retient? Parce qu'il y a plein de passages où sont montrés des traits, ne serait-ce que, par exemple, on a parlé du jeune Perrault qui annonce à son père son homosexualité, et là, le narrateur dit qu'il redevient, au fond, un Gaspésien catholique, et qui va réagir avec son système de valeurs, et il va consulter un confrère juif, parce que les juifs pourraient avoir d'autres vues sur l'homosexualité. Bon, mais ça, c'est un exemple, mais il y a tout de même une culture canadienne-française là, qui se montre sur le plan. Refus de Lobal apparaît à plusieurs reprises, est mentionné. Différents journalistes du Devoir aussi, oui. etc. André Laurando. Oui, les figures d'André Laurando et de Gérard Filion sont là et assez bien définies, parce que Basile, évidemment, les a connus. Une autre page magnifique, c'est le soir où on apprend que Maurice Duplessis a fait une crise cardiaque à Shefferville, le Maran. Et là, on est dans la salle de rédaction du Devoir. Et c'est là on voit tout ce qui se passe et tout. Sur la psyché canadienne-française, je ne sais pas si j'embarquerai. Ça va trop loin. Mais alors, je vais vous donner un autre exemple. Le narrateur dira que le Fonds canadien-français, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu, est molle, molle, M-O-L. Et que la langue populaire parlée à Montréal en français, c'est le canamolien. Il a forgé le mot. Il y a plusieurs trouvailles chez Jean Basile, le styliste. Et que Marcelin Gastineau, provincial de Plessisville, arrive à Montréal et est celui qui parle le français le plus correct, en dépit de ses lacunes sur le plan du vocabulaire. Alors le canamolien, le fond molle, c'est quand même une radioscopie de la psyché canadienne-française. Oui, mais il faut quand même avoir un peu l'étymologie du mot canamolien. Oui, allons-y. Mais molle, c'est aussi la bière. C'est ça que j'allais dire. Oui. C'est surtout d'abord une grosse molle, une petite molle. C'est surtout ça, à la taverne Altesse, évidemment. Mais ça donne le canamolien. Ça donne le canamolien, quand même. Qui est le français parlé dans les milieux populaires montréalais. Oui, c'est ça. Donc vous ne prêtez pas à Jean Basile ou au narrateur des visées aussi, comment dire, aussi sociologiques, on va dire. Un peu, mais en passant, je dirais. Ouais. Par moments, il est un peu sévère pour le Québec, et ça moleste dans certains domaines. Et par moments, au contraire, il est plein de louanges. Il ne s'acharne pas. Il s'acharne, de toute façon, il n'insiste jamais. Il n'insiste jamais, c'est ça. Ouais. Et il est très centré sur les 4 personnages, évidemment. Mais il y a une distance dans son écriture aussi, qui est l'ironie, qui est l'humour. Jean Basile était quelqu'un qui avait un énorme humour. Ça pointe souvent à travers les pages. Mais c'est ça, c'est un espèce...
c'est un ensemble, Ouais. c'est une ville dans laquelle circulent des individus qui sont surveillés par un homme et Observé. En fait. observés. Plutôt que surveillé, C'est observé ça. par le narrateur. C'est Ouais. ça, exactement. Ouais. Est-ce que je peux revenir sur la mort de Duplessis? Oui, allez-y. J'ai pris une note ici. Ça donne l'occasion de 3 tableaux de genre, comme ils les appellent. Le premier tableau, c'est le grand-père Perrault à Sainte-Anne-des-Monts, qui, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Ce tableau-là est un chef-d'œuvre. Comment le grand-père Perrault apprend la nouvelle que Duplessis est mort. Comment il appelle immédiatement son copain, son vieux copain d'enfance, Oui. le curé de Sainte-Anne-des-Monts. Et comment il s'arrange pour le convaincre d'aller à Québec, demander de l'argent pour pouvoir engager des gens. C'est une pièce extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, rien. Mais ça a tout à voir avec Tout l'époque. à voir avec l'époque. Oui. Ensuite, le deuxième tableau de genre, c'est à l'hôpital. C'est comment les sœurs apprennent qu'elles ne seront plus subventionnées. C'est fini. Oui. Oui. Alors ça, c'est fer, c'est piquant, c'est acide, c'est incroyable. Et puis enfin, au devoir, comme vous avez dit. Ces 3 tableaux de genre, pour moi, c'est un sommet Oui. de ce livre. Alors justement, avant d'aller vers le public, il y aura peut-être des questions. On va peut-être clore ce sujet sur le style, on l'a dit, mais peut-être terminer là-dessus, provisoirement terminer. Et la mort de Duplessis, ça m'a frappé, survient donc au moment, donc on la voit, le jeune Julien Perrault est au devoir, il apprend la mort de Duplessis. Et il est dans la salle de rédaction du Devoir, donc là on est dans l'histoire avec une grande H, hein. Mais elle coïncide avec le moment où le même Julien Perrault découvre qu'il a attrapé des morpions. Oui. Alors là on a la grande histoire éclipsée par le trivial et le grotesque, on est dans Shakespeare, non? Oui. Tout à fait. Hein? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi le style de Jean Basile. Parlez-nous un peu de cette phrase, la phrase longue là, qui vient se lever dans l'esprit du lecteur. Il y a des morceaux de bravoure et... Alors moi, en tant que technicien du texte, Oui, disons, celui qui a édité le texte, je vais vous dire ceci. oui, Les phrases longues, je les ai soignées avec beaucoup plus que les autres, mais tout mon travail a consisté à choisir la ponctuation la meilleure. parce qu'il y avait une ponctuation évidemment pas aléatoire, mais en tout cas inachevée. C'était pas Marie-Claire Blais, mais c'était pas non plus... Marie-Claire Blais, il n'y a pas de ponctuation. Donc là, il y en a... Très peu, mais elle est là. Elle est importante. Elle est là, très importante, mais très peu. Oui. Donc là, elle est là, il y a un souffle, et c'était un souci pour moi de ne pas substituer mon souffle Bien à sûr, celui c'est important de la Jean Basile. ponctuation. Très important. Oui, dans un texte.